Oui. Ouais, tu as parlé à un moment donné du productivisme capitaliste. Et il y a un peu comment dire, les communistes se font aussi traiter de productivistes. Et c'est vrai que chez les communistes et les pays socialistes, il y avait un certain type de productivisme, et à mon avis, on doit le séparer du productivisme capitaliste. Et je pense à l'après-guerre en 44-45, quand il y a la libération, il y a des ministres communistes et il y a les syndicalistes de la CGT, Frachon, qui lancent la bataille de la production. Et quand on lit les textes à l'époque de ces syndicalistes, ils disent, qu'est-ce qu'ils entendent par bataille de la production et productivité? C'est clairement, en fait, répondre à des besoins urgents, donc faire l'économie de gaspillage, faire l'économie justement, donc c'est planification, efficacité, économie, et finalement, mais effectivement, c'est quand même pour produire plus, mais par rapport à des besoins, pas produire n'importe quoi. Donc en fait, c'est vrai qu'on est productiviste si on est socialiste ou communiste, mais on n'est pas productiviste par recherche du profit. Je sais pas, ouais, voilà, recherche de profit, ou pour produire, ou... C'est pour ça que je suis d'accord, hein, c'est pour ça que j'ai cité ces quelques spécificités, il y en a d'autres, mais c'est celles-là qui permettent de distinguer en réalité les critiques qui sont faites lorsqu'il y a en apparence des ressemblances. Ouais, mais vous aussi, vous avez produit du charbon. Est-ce que c'était planifié ou non? Est-ce que c'était anarchique ou non? Est-ce que ça prenait en compte les besoins du long terme ou non? C'est ces questions-là qui vont permettre de distinguer le productivisme à certaines époques, qui peut être un productivisme progressiste, du productivisme habituel du capitalisme. Et mélanger les deux productivismes, appeler les deux productivismes, c'est déjà un choix idéologique. C'est ça. Je pourrais nous toucher un mot sur la façon dont, en fonction des contextes, de politique, etc., les ruses dont tu as parlé de l'idéologie dominante pour nous faire gober la pilule sur tel sujet, comment ces ruses, avec l'exacerbation je dirais de l'agitation politique, elles sont de moins en moins masquées, et voilà, de plus en plus cash. On est de moins en moins dans la ruse, dans la manipulation, mais de plus en plus dans le mensonge clair et net, quoi. Est-ce que tu pourrais toucher un mot là-dessus, sur comment ça se... T'as un exemple de... J'en ai plusieurs. En ce moment, sur le Covid, on en a plein. Moi, la dernière fois, j'étais très choqué parce que je savais que les médias dominants, c'était la canotte, quoi. Mais j'ai été choqué quand même d'entendre le journaliste c'était Adrien Quatennens qui était sur le plateau, et qui commence à parler de chiffres. On va étudier les chiffres, il dit. Et j'étais choqué de voir le présentateur qui dit ah non, mais les chiffres, on n'a pas besoin de s'occuper des chiffres, c'est pas les chiffres qui comptent. Enfin voilà, c'est de plus en plus clair qu'on nous cache les choses en fait. Alors que je veux bien comprendre que tout ce système est bien ficelé et que c'est fait pour qu'on gobe, mais j'ai l'impression que les mensonges qu'on avait il y a 5-10 ans ne sont pas les mêmes mensonges et surtout sont pas présentés de la même manière qu'aujourd'hui, par exemple. Alors tu as entièrement raison. Un discours idéologique sur un thème, il ne va fonctionner que tant qu'il peut encore marcher. À partir du moment où la prise de conscience spontanée des gens vient démasquer cela, on passe à autre chose. On passe à quoi? Soit un nouveau discours idéologique, plus fin, donc c'est le rôle de ce qu'ils appellent les think tanks. En fait, c'est des intellectuels payés pour élaborer de l'idéologie. Aux États-Unis, il y en a des centaines, c'est payé directement par le budget d'État, et ils se réunissent en longueur de journée pour réfléchir aux théories à mettre en avant. Par exemple, la théorie du choc des civilisations de Newton est le résultat d'un think tank. Donc on traduit en français, c'est la boîte à penser. Donc ils ont des salaires payés pour ça, ils réfléchissent au discours idéologique à mettre en avant. On a les mêmes en France. En France, ça ne s'appelle pas think tank, ils vont s'appeler cercle, fondation, etc. Et donc la production de nouvelles idéologies vient prendre le relais des idéologies qui sont démasquées par l'expérience des gens. Aujourd'hui, on vit une situation... Donc ça, c'est la première solution. Seconde solution, la violence. Quand l'idéologie ne marche plus, il reste la force brute. Et un des éléments de la fascisation aujourd'hui, c'est aussi qu'il y a de moins en moins de gens dupes. Et donc la classe dominante est amenée, effectivement, à être sur des dynamiques de violence plus fortes
que ce qu'elle avait besoin d'être il y a encore 10 ou 15 ans. Il y a encore 10 ou 15 ans, il y avait une légitimité plus forte du système dominant. Aujourd'hui, il y a une crise de légitimité. Ça va expliquer à la fois l'émergence de nouvelles idéologies et aussi la tentation d'user de la force pour imposer les décisions. Et c'est très intéressant la question parce que ça nous amène à nous poser la question de l'écologie comme idéologie. Le discours écologique peut être la nouvelle idéologie. En gros, il constate qu'il y a quand même beaucoup de gens préoccupés, et heureusement, par la dimension environnementale, et donc mettre en avant l'écologie comme un des discours qui dépasse les classes sociales, on est tous dans le même bateau, etc., peut être un nouveau discours idéologique mis en avant. Et ça peut se traduire même par une offre politique. Si la classe dominante s'aperçoit que le PS est trop grillé, la droite est trop grillée, il nous faut un nouveau visage, l'écologie peut apparaître comme un visage compatible avec le capitalisme. Je ne sais pas si j'ai répondu. J'ai quand même peut-être une petite question en plus. Donc tu me dis que les deux réactions face à... Quand les gens se rendent compte de la supercherie, les deux réactions, c'est ou bien une violence directe, ou bien rentrer encore plus loin dans le mensonge de manière plus vicieuse. Et moi j'ai une phrase en tête par exemple, c'est ce que nous a dit notre cher président il n'y a pas plus de 2 jours. Le virus se transmet majoritairement à la maison et dans les cercles privés. Je ne sais pas d'où il a sorti cette info, et personnellement je pense que comme beaucoup de gens, j'en doute. Voilà, ça tient pas debout comme... Et ça c'est clairement, c'est affiché, enfin c'est du mensonge pur. C'est même pas de la supercherie. Est-ce que c'est la troisième voie, ou est-ce que tu comptes ça dans la violence justement? Alors, ça peut... Je pense pas que ce soit un discours plus fin, c'est grossier même. Je sais pas. Alors, je suis pas devin, hein, donc j'ai pas la réponse à tout. Hein. Ce que je peux simplement dire, c'est que ça peut être en lien logique. On n'en est pas là. Hein. Ça peut être en lien logique avec. Il faut dénoncer, y compris dans votre cercle familial, ceux qui respectent pas. Dénoncez vos parents, disait Hitler. Hein. Dans votre intimité même, vous avez des gens qui ne sont pas rationnels. La fascisation, c'est aussi ça. On n'en est pas là. Aucune personne au gouvernement pense à ça. Mais la logique mène à ça. Donc, pour moi, je ne le prends pas comme un aspect secondaire. Ça indique une fascisation, qui n'est pas une fascisation qui va se mettre en œuvre là tout de suite, mais ça indique une fascisation. Donc dénoncez vos parents quand ils n'ont pas le masque. Déjà, tu l'avais pas. Faut pas me dénoncer. Comment est-ce que tu interprètes vis-à-vis de la question d'écologie la dynamique politique qui a amené depuis ces quelques dernières décennies des gouvernements de gauche au pouvoir d'Amérique latine, et notamment parce que certains de ces gouvernements ont été critiqués le 10 ans par des gens de gauche, parce qu'au Venezuela, équipe de la rentrée pétrolière, parce qu'en Bolivie, les routes dans la forêt, etc. Comment est-ce que quelle appréhension tu as de ces gouvernements sur la question d'écologie, ou en général de ces gouvernements? Alors, on remarquera d'abord que tous les gouvernements qui sont accusés par les écologistes d'être sur une optique de destruction, c'est les gouvernements qui ont tenté une politique anti-impérialiste. C'est quand même extrêmement intéressant. C'est le Venezuela, c'est la Bolivie, etc. C'est-à-dire qu'on voudrait que dans les pays du tiers-monde, la préoccupation de nourrir le peuple se fasse en ne développant pas de production autonome. En réalité, ces discours-là, c'est tout simplement une illustration que l'écologie peut être un outil du néocolonialisme et de l'impérialisme. Parce que qu'est-ce qui va permettre au gouvernement du Venezuela d'apporter sa contribution à la lutte pour la préservation de l'écosystème terrestre? Le fait qu'il ne soit pas entièrement dépendant de l'impérialisme. Et pour cela, il nous faut rétablir des dimensions de souveraineté. Et donc il nous faut une production nationale. Tant qu'il dépend de la production des multinationales, il ne peut être que le jouet des multinationales. S'il veut pouvoir apporter sa contribution, eh bien, il doit être maître de son économie. Or, à chaque fois qu'il... Donc, est-ce que le Venezuela peut être maître de son économie s'il ne maîtrise pas la production de son pétrole? Non. Et donc le Venezuela doit développer son pétrole.
et on va l'accuser de le faire. Est-ce que la Bolivie doit, pour développer son économie, construire des routes, y compris, qui peuvent passer dans des espaces dans lesquels il y aura des dégâts écologiques? Oui. La question est posée de la prise en compte des conséquences, des avantages, et de comment on prend en compte les conséquences négatives, comment on associe les populations à ces choix, etc. Sinon, on est sur une logique de moi, d'ici dans le Nord, je donne les limites de l'indépendance économique des pays du Sud qui veulent se libérer de l'impérialisme. Et donc, là, on est sur des logiques qui sont de la politique impérialiste. L'écologie est un des vecteurs de l'impérialisme aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai... Ouais, c'est pour répondre à Naïm. J'ai longuement discuté avec une militante du MAS, donc le parti d'Evo Morales, qui est une militante qui n'est pas écologiste, mais qui est scientifiquement écologiste, puisqu'elle fait des études en écologie scientifique, quoi, à Paris, et qui explique donc très bien, pour illustrer ton propos, que la politique d'Evo Morales, qui est maintenant déchue par un putsch, hein, mais jusqu'à ce qu'il ait été en place, consistait à faire deux choses. L'extraction de lithium destinée à l'exportation se faisait comme dans toute colonie, dans toute néocolonie, c'est-à-dire on extrait et on raffine, ou je sais pas comment on doit faire, hein. Mais tout le processus industriel se faisait dans les pays du Nord, quoi. Donc lui, en fait, son problème, c'était d'abord de rapatrier l'industrialisation possible de son minerai sur le territoire national, donc pour assurer une certaine indépendance nationale, et du point de vue de l'agriculture, de faire deux choses. Des concessions à l'agrobusiness, parce que le front politique ne tient que parce qu'une certaine partie de la bourgeoisie locale se tient plutôt sage, il faut faire certaines concessions, et en même temps, protéger l'altiplano, c'est-à-dire en fait une certaine partie du territoire qui est agricole de la Bolivie, le protéger légalement donc par des lois de l'agrobusiness, et renchérir en fait la recherche dans les semences endémiques, donc celles qui consomment moins d'eau, qui sont diversifiées, qui ne sont pas dans le catalogue Monsanto. Et que du coup, en fait, sa politique a été beaucoup plus raffinée que ce qu'on en dit ici, ou ce que les écologistes bourgeois ici en disent. Effectivement, il a fait des concessions tactiques, parce que sinon, et puis de toute façon, en plus, il les a pas fait suffisamment, puisqu'il a quand même été victime d'un putsch. Alors, c'est ce qu'il voulait. Et par contre, d'avoir une politique de long terme, c'est-à-dire de continuer à maintenir une production locale avec des variétés endémiques de maïs, etc., dans un territoire qui n'aurait pas été entaché par l'agrobusiness international, par l'impérialisme, quoi, et que du coup, il avait une vision de très long terme en réalité sur son pays. Et donc voilà, après, c'est facile de réduire, et c'est là le mensonge qui dit Yanis, le mensonge il est là en fait. C'est que les écologistes ici vont résumer ça à concession tactique sur l'agrobusiness. Ouais, mais c'est parce que il est à la tête d'un pays où il n'y a pas eu une révolution qui est allée jusqu'au bout. Et je rappelle quand même qu'à Cuba, depuis une quinzaine d'années, on a interdit les pesticides sur l'ensemble du territoire national. Il n'y a plus de pesticides à Cuba. Et le seul pays à pouvoir le faire, c'est un pays dont l'État possède terre, où il n'y a pas de propriétaire terrien, où on peut décider qu'il n'y aura pas... Mais attention, ça coûte cher, c'est du long-termisme, ça coûte cher, c'est-à-dire que si on veut arrêter les pesticides par une politique volontariste, il faut que la paysannerie soit prête, il faut qu'elle soit éduquée, le système scolaire cubain, il faut qu'il y ait des agronomes qui connaissent suffisamment le terrain et qui remettent justement à l'honneur ces semences non autorisées par Monsanto pour permettre justement de s'adapter sur le long terme, sachant que, en plus, sur la question du réchauffement climatique, tu disais que c'est le Sud qui est le premier impacté, mais c'est très simple. Le manque d'eau lié au réchauffement climatique, il le ressent directement. C'est pas une question de manger du bio parce que c'est meilleur pour la santé. C'est que ça impacte directement la paysannerie de se rendre compte que l'exemple, je connais bien l'exemple tunisien par ma famille. En Tunisie, l'Europe impose au pays qui a une agriculture vivrière développée, adaptée depuis des siècles. Aujourd'hui, l'ALECA, c'est-à-dire l'accord de libre-échange complet et approfondi lié à
donc imposée par l'Union européenne, impose à la Tunisie de produire par exemple des fraises à grande échelle. Des fraises qui n'est pas culture traditionnelle, mais vous êtes notre magasin, dans le rayon fraises, on en met la Tunisie. Les fraises, ça consomme 30% d'eau de plus que n'importe quelle agriculture locale, mais ça, ils en ont rien à foutre. Donc on vous achètera. Si vous faites des fraises, on achète tout. Mais du coup, les paysans sont dans un problème immédiat qui est de lutte de classe intégralement. Et pourtant, ça s'appelle de l'écologie, concrètement. Ça veut dire qu'il y a un manque d'eau de plus en plus évident dans les pays du Sud, lié au réchauffement climatique. Et en plus, on nous impose de cultiver les semences. C'est ça la lutte de classe à l'échelle. Et c'est une question d'indépendance nationale au premier chef. Il n'y a pas d'écologie possible dans un pays du tiers-monde s'il n'y a pas préservation de l'indépendance nationale. Et donc, présenter ces deux objectifs comme contradictoires, comme le font les ONG, il faut être écologique au prix d'abandonner l'indépendance nationale, c'est justement servir l'impérialisme. Citoyen du monde. Citoyen du monde, ils disent. Citoyen du monde, oui. Alors, j'aurais juste complété ma réponse en soulignant aussi que il faut qu'on soit vigilant ici, puisque tu disais les ONG du Nord, il faut qu'on soit vigilant, y compris quand on nous met en avant des ONG du Sud. Parce que aujourd'hui, l'écologie est aussi utilisée comme arme en finançant des ONG du Sud. Il y a une telle misère dans les pays du tiers-monde que quand une grande ONG occidentale arrive en disant je vous aide à créer votre ONG, et quand elle paye des salaires à des gens qui étaient au chômage, ben bien entendu, ces personnes vont tenir le discours qu'on attend d'elles. Et donc, c'est comme cela qu'on on l'a vu en Palestine avec l'ONGisation, au Congo, je vais vous dire la caricature. Le pire, c'est j'ai eu la chance d'aller à de nombreuses reprises en République démocratique du Congo. Au Congo, la misère était telle que ce n'est pas les ONG qui sont venues. C'est les églises protestantes. Et on a vu une conversion, le nombre de pasteurs. À tous les coins de rue, il y a un pasteur, tout simplement parce qu'il a un salaire. Il y a chacune des églises. Et là, on voyait bien comment, de l'extérieur, bah oui, un certain nombre d'acteurs de l'extérieur venaient déterminer. Simplement, c'est un marché du travail aussi. Donc dans le Nord, enfin dans les pays du Sud, vous avez des ONG qui sont le résultat de la misère, qui sont vendus à des ONG et qui vont nous tenir ces discours-là. Donc vous trouverez un Bolivien qui va vous dire Morales, oui, vous trouverez un Tunisien qui va vous dire mais c'est scandaleux la réaction du gouvernement tunisien. Ça, on trouvera, bien entendu. Tu voulais... Ouais. Je sais que la question que je veux poser, elle peut ouvrir la porte à un débat qui est beaucoup plus large, donc je vais essayer de bien choisir mes mots. Mais on parlait d'indépendance, d'autonomie par la production, notamment au Venezuela, à Cuba. C'est des pays qui sont socialistes, ou qui tendent en tout cas vers des modèles socialistes. Est-ce que, de par l'histoire des pays que je vais citer, on peut considérer que la Russie ou la Chine, qui sont dans les... Enfin, je me dis si j'ai tort, hein, mais qui, je pense, se placent un peu de la même manière du fait qu'ils ont une autonomie qui est assez forte. La grosse différence, par contre, c'est que c'est des très grosses puissances. Est-ce que, d'une manière ou d'une autre, ces pays peuvent prêter leur puissance à des fins qui seront, je dirais, socialistes? Est-ce que c'est... Je sais bien que je touche un truc très... Mais est-ce que c'est possible, entre guillemets? Alors, on sort du sujet d'aujourd'hui. Oui. Moi, je ne pense pas que la révolution sexuelle. Tout est lié. Parce qu'on parle beaucoup de la pollution, notamment de la Chine, qui polluerait énormément, etc. Voilà. Et de moins en moins. Mais depuis quand on parle de... C'est extrêmement intéressant. Depuis quand on parle de la pollution de la Chine? C'est extrêmement intéressant. 2016. On parle de la pollution de la Chine depuis que la Chine a décidé de réorienter l'essentiel de son économie vers le marché intérieur. Autrement dit, la stratégie de développement économique de la Chine était la suivante. Nous sommes un pays qui avons été détruit par l'impérialisme, etc. Nous sommes un pays très pauvre. Il nous faut donc nous insérer dans le système capitaliste mondial pour récupérer des devises, enclencher l'industrialisation, et après, nous aurons les moyens de nous en libérer.
À partir du moment où la Chine, c'est le dernier plan qui a été voté en Chine, réoriente l'essentiel de l'économie vers le marché intérieur, la Chine ne devient plus le partenaire économique qu'on aimait bien, elle devient l'ennemi, le méchant, etc. Et là, on voit bien en quoi le discours écologique est un discours de prétexte. À ce moment-là, on a découvert que la Chine pollue. Et encore une fois, dire que la Chine pollue et le principal pollueur est un mensonge. C'est avancer des chiffres qui ne sont pas référés au nombre d'habitants. Hein? À chaque fois qu'on vous présente un chiffre global, ne regardez pas ça. Prenez ce chiffre global et divisez par le nombre d'habitants. Sinon, vous ne comprenez rien. Sinon, un pays d'1 milliard d'habitants, il est mis au même niveau qu'un pays de 50 millions d'habitants. Et vous dites, regardez, la Chine pollue plus. Mais elle pollue plus. Elle nourrit aussi beaucoup plus, elle a une population beaucoup plus importante. Ce réflexe-là, de ne plus raisonner en chiffres globaux, mais de raisonner en chiffres par habitant, c'est vraiment un réflexe qu'il faut avoir. Ça permet de démasquer toute une série d'idéologies. Alors, à ta question, pour ne pas la fuir, on pourra faire peut-être un cours là-dessus. Hein. Je ne crois pas que les révolutions s'exportent. Voilà. C'est-à-dire, ce qui ne veut pas dire que des pays qui ont une autre logique que le capitalisme ne peuvent pas influencer, ne peuvent pas aider. Mais comment elles peuvent aider? Elles aident, par l'exemple, et elles aident secondo, en créant des possibilités de choix qui ne soient pas simplement le face-à-face avec l'impérialisme. Elles offrent des partenaires qui permettent de décoincer le rapport avec l'impérialisme. S'il n'y a pas ce type de pays, il se passe quoi? Quand je veux me libérer, je suis tout seul face à l'impérialisme. Et on le voit bien, les pays dont on a parlé, Venezuela, Bolivie, etc., c'est avec qui? Le Vietnam, avec qui ils ont développé? Cuba. Avec qui ils ont développé leurs échanges? Avec la Chine. Entre eux. Cuba et le Vietnam et la Bolivie, etc. Donc on voit bien que c'est pas l'exportation de la révolution, c'est créer un contexte de rapport de force mondial qui permet de ne pas être uniquement dans le face-à-face avec l'impérialisme. Parce que quand on est uniquement dans le face-à-face avec l'impérialisme, on peut le payer très cher. Quand la Guinée, en 1958, donc c'est la colonisation, il y a la guerre de libération en Algérie, la Tunisie et le Maroc ont déjà eu leur indépendance, il y a la guerre de libération armée au Cameroun, l'État français doit se poser la question, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Il essaye de garder l'économie, et donc il propose un système qui est l'autonomie interne. On reste votre colonisateur, mais vous allez avoir une autonomie interne. Bien entendu, il manipule tous les roitelets, tous les pantins qu'il peut avoir. L'essentiel des pays d'Afrique noire, enfin l'essentiel, tous les pays d'Afrique noire disent OK à l'autonomie interne, sauf un, c'est Coutouré et la Guinée, qui dit non, nous on veut l'indépendance. Que fait la France? Immédiatement, elle organise la famine. Elle organise la famine. C'est-à-dire, elle empêche les bateaux de riz d'arriver. Elle empêche, elle casse la récolte en enlevant toutes les machines agricoles. C'est-à-dire qu'elle met un peuple en situation de mourir. À ce moment-là, s'il n'y avait pas eu le riz chinois, le peuple guinéen allait avoir un génocide. C'était ça qui était en cours. Donc, effectivement, c'est pas l'exportation de la révolution, mais c'est créer des conditions qui cassent le face-à-face, l'emprisonnement dans le face-à-face avec l'impérialisme. C'est là-bas qu'ils ont créé des faux billets aussi. Ah oui, alors, un autre mécanisme qui a été utilisé, c'est qu'ils ont produit des milliards de faux billets guinéens qu'ils ont envoyés sur les côtes guinéennes pour casser la nouvelle monnaie guinéenne. Oui. On en revient à ce que tu dis, et c'est intéressant parce qu'on le retrouve en ce moment, mais d'une autre manière. Reprenons l'exemple de 2010-2011. Quand on a vu, je vais reprendre des idées très claires et très nettes, là c'est l'Afrique, mais là, dans l'Est, on le voit très bien. En fait, j'en reviens à vous dire que Poutine, il a bien réussi son petit jeu. Poutine, tout le monde était contre lui en 2008, vous avez vu? Et en 2010, qu'est-ce qu'il a fait avec les Chinois? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a contribué à nous faire une nouvelle route de la soie. Vous voyez ce que je veux dire? Il s'est protégé avec la Chine. Il a dit, je protège le territoire chinois et les anciens pays du RSS, mais les Chinois me donnent le commerce et on fait un pacte. Et ça a marché, parce que c'est la sphère économique qui a marché. C'est-à-dire que le territoire russe et chinois, quand ils sont à deux, ils sont plus forts. Et personne ne les touche, vous voyez? Parce que l'Amérique a besoin du commerce de la Chine,
La Russie a besoin de quoi? La Chine a besoin de quoi? Du gaz de la Russie. Vous voyez les relations de ce que ça fait? Ça nous met tout dans le diplomatiquement mal, mais ils ont réussi leur jeu, vous voyez? Ça veut dire, moi je protège mon territoire en offrant à d'autres pour leur sécurité, vous voyez? La sûreté surtout. Et ce qu'a fait l'URSS avant, l'idée de l'URSS c'est s'unir contre, au niveau économique, au niveau diplomatique et au niveau de la guerre. C'est-à-dire que l'Amérique est dans le mal. Et on reprend l'idée de Joe Biden, hein. Moi je suis contre Joe Biden parce qu'il est pour la guerre, vous voyez? Voilà. Parce que Joe Biden, s'il utilise cette technique de dire bah moi je vais détruire la Chine, il veut aussi toucher Poutine. Et là c'est la 3e guerre mondiale. Et c'est ce qu'on veut pas. Et c'est ce qu'on vise. Le capitalisme, ça fait des guerres. Le capitalisme, c'est une gangrène d'une fleur de morte. C'est-à-dire ce qui s'est passé, je redis, c'est une belle erreur. Stratégiquement, si Staline avait interdit, avait donné son soutien au Japon, à ce moment-ci, il n'y aurait pas d'Hiroshima, de Nagasaki en même temps. Parce que Staline était bloqué à lui-même, il avait pas... Tu vois, vous voyez ce que je veux dire? Le structure militaire, c'est économiquement stable et stabilisant pour le capitalisme. On a vu ce qu'a fait Poutine, il a remonté son pays en même pas 3 ans grâce à la Chine. Voilà. Contre l'OTAN de merde et contre l'Europe. C'est vrai. Ok. Ah bah je suis ukrainienne de sang et de sol, hein, madame. Oui. Pour juste réagir à ce que disait Yanis, là, et ce que tu disais sur quand sont apparues les nouvelles critiques sur la Chine et l'écologie, etc., je pense aussi qu'elles apparaissent au moment où la Chine est en train de montrer que, en fait, son modèle de socialisme, ou au moins d'État planifié, d'économie qui n'est pas anarchique, comme tu disais, bah, ça marche, quoi. Et j'ai l'impression que ce qu'on ne pardonne pas à la Chine, et pourquoi on les fait écouter, que dans certaines parties, le système chinois, ça marche. Ils étaient mignons, les Chinois, et on disait juste que c'était une dictature quand ils étaient pauvres. Maintenant que les Chinois ils sont en train de nous dépasser et de tiers-mondiser l'Occident capitaliste, en fait, bah, c'est là qu'on commence à de nouveau faire une série d'attaques contre la Chine. Et le crime un peu de ces pays socialistes-là, la Chine et l'URSS sont contents, bah, c'est qu'en fait ça marche, quoi. Nous on aimait bien quand le tiers-monde et les socialistes ils étaient pauvres. Et maintenant qu'ils sont en train de gagner, bah, tout de suite il faut mettre une série de patchs dans la gueule. Et je pense que c'est aussi en partie pour ça qu'il y a une nouvelle forme de critique contre la Chine, quoi. Et que ça marche. C'est pas pour arrêter ce débat, mais on va avoir des cours sur la guerre, on va avoir des cours. C'est parce que là, c'est parti de l'écologie, c'est intéressant, mais. Ça marche aussi sur l'écologie. J'avais une question. Est-ce qu'il y a des marxistes actuellement qui parlent, par rapport à ce nouveau discours écologique qui arrive et discours décroissant un peu, ils disent que ça va être un alibi justement pour justifier le fait que le capitalisme actuellement financier n'investit pas. Il licencie, il débauche, il ferme des usines. Donc en fait, le discours écologique arrive à point nommé pour nous dire c'est pas grave que c'est la sobriété heureuse et tout. Et eux, ils disent, donc c'est marxiste, que c'est pas nécessairement une crise de surproduction qu'on vit, mais une crise de circulation. Et j'ai pas compris. Est-ce que toi, ça te parle, ça? Je sais pas ce qu'ils disent par là. Ouais, tu sais pas? Moi, je sais. Tu sais? Je vois de quoi tu parles. Tu vois de quoi? Mais parce que, en fait, c'est l'idée que le système capitaliste est un système de surproduction permanente. Oui, c'est vrai. Et que donc, l'idée de sobriété heureuse, ou de capitalisme vert comme étant le stade ultime du capitalisme, ce serait le capitalisme vert décroissant. Et en fait, de ne pas comprendre, justement, la connexion, c'est que l'idée de capitalisme vert est une contre-tendance incapable d'empêcher la surproduction. Certains considèrent que puisque l'idéologie devient verte, écologique, ce serait que la bourgeoisie aurait capitulé à surproduire et qu'elle essaierait de dominer politiquement tout le monde par une sous-production ou par du malthusianisme. Moi, j'y crois pas, ça. Hein. Non, mais alors qu'en fait, c'est comme toutes les contre-tendances qu'ils ont essayé de créer, mais c'est comme la guerre, c'est une contre-tendance. On va détruire des peuples, on va détruire des bouches à nourrir, tout ça, c'est des contre-tendances. En réalité, c'est toujours pour essayer d'enrayer le chômage,
tout ça, c'est c'est pas- essayer même le d'envoyer diagnostic- une marche en avant. Mais même le diagnostic qui est à la base de cela, moi c'est le concept de capteur de circulation que je Et ouais, moi non plus. faudra que tu me dises c'est qui a dit ça, que j'aille regarder. Mais le diagnostic en lui-même est erroné de toute façon. Il est faux de dire aujourd'hui que le capitalisme n'investit plus. Il est faux de dire que le capitalisme licencie. C'est ouais, C'est ici en Europe. c'est franco-centré. Eh oui, c'est franco-centré. À l'échelle mondiale, on n'a jamais eu un prolétariat aussi important. Ouais. Dans un de mes derniers articles, je donne les chiffres de l'évolution du prolétariat mondial. Ce qu'il y a de nouveau, c'est ce que j'ai appelé la prolétarisation du monde. Ce qu'il y a de nouveau, ça n'est pas le nombre de prolétaires, mais le prolétaire continue à augmenter. C'est qu'il se situe de plus en plus dans les pays du Sud. Et c'est très intéressant, à chaque fois que vous avez un auteur qui parle, qui développe ce type de thèse, de s'interroger, mais sur pourquoi il raisonne uniquement au niveau national ou au niveau européen. Donc il faut interroger l'européocentrisme de l'analyse. On est d'un côté dans un système mondial capitaliste, et de l'autre côté, on regarde des chiffres qui sont liés à l'Europe. Et donc à ce niveau-là, tu peux dire la classe ouvrière diminue. Mais c'est pas vrai. Ben, j'ai dit une bêtise. Non. Il voit de qui je parle. parlait. Et- Bien, on va aller manger, je crois. Oui.